Jean-François Champollion, accompagné de son frère aîné, Jacques-Joseph, a réalisé des découvertes cruciales dans le domaine de l'égyptologie. Ensemble, ils ont entrepris un voyage passionnant à Karnak, où Jean-François a été frappé par la grandeur des temples égyptiens. Grâce à sa perspicacité et à son dévouement, Jean-François a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes, ouvrant ainsi la voie à la compréhension de l'ancienne civilisation égyptienne. L'éducation rigoureuse et la bibliothèque privée. De Jacques-Joseph ont nourri les talents exceptionnels de Jean-François, qui, malgré ses difficultés scolaires initiales, s'est révélé être un haut potentiel intellectuel passionné par les langues orientales. Leur collaboration fructueuse a marqué l'histoire de l'égyptologie et a permis de faire avancer la connaissance de l'humanité sur une civilisation millénaire. Joseph Fourier, célèbre savant de l'époque, a participé à une expédition en Égypte en 1798 avec Bonaparte et d'autres savants. Cette mission a permis d'étudier en profondeur l'Égypte et a abouti à la réalisation de la description de l'Égypte, une œuvre majeure dans l'histoire des arts et des sciences. Fourier a contribué à cet ouvrage et est lié à Jean-François Champollion, qui s'intéresse à l'égyptologie et espère que son frère, Jacques-Joseph, puisse percer le mystère des hiéroglyphes. En quête de révéler la signification de cette écriture, l'histoire montre le lien étroit entre les frères et leur passion pour l'Égypte. Ancienne. En 1804, à l'âge de 14 ans, Jean-François intègre le lycée impérial de Grenoble, mais il souhaite en partir, se sentant prisonnier et estimant perdre son temps, sauf pour ses études des langues orientales. Après 3 ans, il obtient une bourse d'études et part pour Paris en 1807. Là, au Collège de France, il se consacre pleinement à l'étude des langues rares. Se sentant seul et loin de son frère, il se plonge dans ses travaux linguistiques. Il échange des correspondances avec son frère aîné, mettant en place une stratégie pour déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Grâce aux conseils de son frère, il se focalise particulièrement sur le copte, ancienne langue égyptienne utilisée encore par les coptes. Son objectif est de maîtriser le copte comme une langue vivante. En octobre 1809, Jean-François Champollion, de retour à Grenoble après ses études en copte et en Égypte, se consacre à la recherche des écritures anciennes des Égyptiens. Avec le soutien du préfet Fourier, lui et son frère obtiennent des postes de professeurs à l'université et se retrouvent chaque fin de semaine dans la maison des Ombrages, une bâtisse familiale restée inchangée au fil des générations. Champollion s'initie aux hiéroglyphes et aux hiératiques, ces écritures complexes utilisées par l'élite administrative de l'Égypte ancienne. Parallèlement à ses recherches, il se confronte à son rival Thomas Young, qui explore l'écriture démotique. L'engagement de Champollion et de Young dans le déchiffrement des écritures égyptiennes les conduit à étudier des documents uniques tels que la pierre de Rosette, découverte en 1799 par le lieutenant français Xavier Bouchard, contenant des inscriptions en grec, en hiéroglyphes et en démotique. Cet intérêt passionné pour les langues anciennes et les écritures égyptiennes marque le début d'une aventure intellectuelle et historique pour ces érudits du XIXe siècle. La découverte de la pierre de Rosette, un texte bilingue en grec, démotique et hiéroglyphe, a suscité un grand intérêt parmi les savants européens. Les Anglais ont pris possession de la pierre après la bataille navale d'Aboukir, symbolisant leur victoire sur les Français en Égypte. Malgré les efforts des savants, le déchiffrement des hiéroglyphes reste un mystère. Les frères Champollion se lancent dans l'étude du démotique pour percer ce secret, mais l'arrivée du régime monarchique en France perturbe leurs espoirs. Jean-François Champollion exprime son opposition à la mainmise de l'Église sur l'éducation, dénonçant le triomphalisme clérical. Après avoir été emportés par les événements politiques, les frères Champollion sont condamnés à l'exil à Figeac pour avoir soutenu Napoléon lors de son retour de l'île d'Elbe. Malgré des débuts difficiles à Figeac, Jean-François obtient finalement l'autorisation de quitter la ville et rejoint son frère à Paris. Là, il est confronté à la publication d'un article par le docteur Jung annonçant des avancées dans le déchiffrement de la pierre de Rosette, suscitant la frustration de Jean-François. Malheureusement, les problèmes politiques ressurgissent à Grenoble, où Jean-François est arrêté et perd son poste de professeur. Face à cette situation sombre, il rejoint son frère à Paris en espérant trouver une nouvelle voie. Jean-François décide d'appliquer une nouvelle méthode d'étude de la pierre de Rosette, après avoir obtenu l'une des 3 copies de la stèle réalisée en 1799 en Égypte. Cette reproduction lithographique inversée
par rapport à l'original au British Museum, avec les signes hiéroglyphiques en blanc, intrigue Jean-François. Il se lance alors dans le comptage des signes pour comprendre le système d'écriture égyptien, à la fois phonétique et idéographique. En se concentrant sur les signes phonétiques des noms des pharaons grecs de la 32e dynastie, Jean-François établit un alphabet de référence pour transcrire ces noms en hiéroglyphes. Grâce à cela, il réussit à déchiffrer des cartouches royaux et à progresser dans la traduction des inscriptions égyptiennes, enrichissant ainsi son bagage de connaissances. En été 1822, Jean-François Champollion poursuit avec passion et acharnement la collecte de noms égyptiens, découvrant des sonorités riches et des signes idéographiques. Grâce à des relevés précieux du temple d'Abou Simbel, il parvient à déchiffrer des cartouches royaux antérieurs aux pharaons grecs, attribuant des significations aux signes. En utilisant sa connaissance du copte, il parvient à lire les noms des pharaons, donnant enfin sens à l'écriture égyptienne. Sa découverte révolutionne l'égyptologie et lui permet de redonner une voix aux anciens Égyptiens. Après des mois de travail intense, Champollion présente sa découverte à l'Académie des belles-lettres et inscriptions, suscitant admiration et jalousie parmi ses pairs. Au XIXe siècle, Jean-François Champollion connaît une avancée majeure dans le déchiffrement des hiéroglyphes, mais il n'a ni financement ni soutien de l'État pour aller en Égypte. Grâce à l'aide du duc de Blacas, il obtient enfin les fonds pour partir en 1824, ce qui lui permet de faire des découvertes importantes en Italie. En 1825, il participe à une course pour acquérir une collection égyptienne à Livourne. Son expertise scientifique est déterminante pour convaincre la France de la racheter, ce qui mène à la création de la première galerie égyptienne au Louvre. Nommé conservateur de cette galerie par le roi Charles X, Champollion s'emploie à présenter les trésors de l'Égypte pharaonique de manière révolutionnaire, préfigurant ainsi l'égyptologie moderne. En décembre 1827, les galeries égyptiennes du Louvre ouvrent, suscitant un grand intérêt pour la civilisation égyptienne. Jean-François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes, rêve de découvrir l'Égypte. Grâce au soutien du duc de Toscane, une expédition franco-toscane est organisée, avec Champollion à sa tête. En août 1828, l'expédition débarque à Alexandrie, offrant à Champollion un choc culturel. Malgré l'exotisme, il se concentre sur son objectif, étudier et recueillir des informations sur les temples égyptiens en 1 an et demi. La rigueur de l'expédition est soulignée par un règlement strict établi par Champollion. Ce voyage représente un défi majeur pour prouver la validité de sa méthode de déchiffrement. Dans ses lettres écrites à son frère pendant son séjour en Égypte, Champollion tient un journal de voyage décrivant ses impressions, ses projets scientifiques et ses émotions. Son objectif principal est d'étudier et de déchiffrer les hiéroglyphes pour établir la chronologie égyptienne et vérifier les dynasties. Au cours de son exploration des temples de Luxor, de Karnak et d'Abou Simbel, il collecte des informations cruciales confirmant ses hypothèses et démontre la validité de son système de déchiffrement. À Abou Simbel, Champollion parvient à traduire un grand texte entre les colonnes, prouvant ainsi son expertise et sa capacité à redonner vie à ces monuments millénaires. Jean-François Champollion, après avoir mené avec succès des recherches sur les hiéroglyphes égyptiens, fait une découverte inattendue dans la vallée des rois en Égypte. Il y trouve des textes funéraires et des symboles qui établissent des parallèles troublants entre la mythologie égyptienne et les récits bibliques. Il remarque des similitudes entre les figures d'Isis et d'Osiris avec des personnages bibliques, ce qui remet en question certains dogmes de l'Église catholique. Champollion garde ce secret et rentre à Paris en 1830, épuisé par son travail et affaibli par la maladie. Malgré ses problèmes de santé, il doit continuer ses activités d'égyptologue, notamment au Louvre et au Collège de France. En 1832, Jean-François Champollion, le découvreur de l'Égypte ancienne, succombe à une violente attaque d'apoplexie et décède peu de temps après. Ces derniers instants sont décrits par son neveu, alors que sa famille et ses proches sont consternés par la perte de celui qui a donné naissance à l'égyptologie. Son frère Jacques-Joseph prend en charge la publication de ses travaux et la défense de sa mémoire. Plus de siècles après sa mort, l'héritage de Champollion est toujours présent à travers les trésors qu'il a révélés, tels que la superbe statuette en bronze incrustée d'or exposée au Louvre, témoignant de la grandeur de son génie et de sa contribution à la connaissance de l'Égypte antique.